Mali, M. Achiro. Merci d'être là, merci de vous rendre disponible. Vous êtes juriste et membre du parti politique Les Démocrates. Vous avez effectué un recours au niveau de la Cour constitutionnelle demandant la suspension du processus électoral. Quelles en sont les motivations? Membre fondateur, je précise. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates, oui. J'ai fait un recours hier, je l'ai déposé hier matin. Et c'est parce que je suis resté un peu convaincu de ce que j'ai toujours dit depuis que le parrainage est intervenu dans notre paysage politique. Moi, je n'ai jamais considéré le parrainage comme un critère sélectif des candidatures. Pour moi, ça n'a jamais été un critère qualitatif pour sélectionner des meilleures candidatures parce que, s'il vous souvient, Paul Humpé a été candidat en 2021 déjà, oui, avec un certain nombre de parrainages, mais il n'a eu que 2%. Donc pour moi, si c'était un critère qualitatif, le score aurait été un peu plus important que cela. Je l'ai martelé tellement de fois sur les chaînes à l'international, dans les interviews, dans mes interventions, que le parrainage était plutôt une invention politique d'exclusion. Que le parrainage était une invention pour décider de qui serait candidat et une manière d'enlever la souveraineté et le choix électoral aux populations. À cause du parrainage aujourd'hui, nous ne pouvons plus librement choisir qui nous voulons comme dirigeant parce qu'on nous insère dans des couloirs, dans des canaux dans lesquels nous devons rentrer. C'est ce qui justifie l'abstention que nous connaissons dans les différentes élections présidentielles qui sont intervenues depuis l'instauration du parrainage. Donc, à mon niveau, j'ai toujours considéré le parrainage comme étant une mauvaise chose. Et ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus fortement. Vous ne voyez pas le parrainage comme un instrument qui réconforte les partis politiques dans leur hégémonie? Pas du tout. Le parrainage... Ça ne permet pas aux partis politiques de décider? Regardez bien comment ça se passe aujourd'hui. Le parrainage est devenu un instrument d'opacité. Est-ce que les députés peuvent dire, en leur âme et conscience, vers qui leur parrainage est allé? Aucun des députés ne peut vous dire, c'est vers tel candidat que mon parrainage est allé. On entend juste le nombre de parrainages qui est allé à tel candidat ou tel autre. Est-ce que vous êtes sûr que les députés du pouvoir ont décider de parrainer X ou Y personnes? On ne sait pas. Il y a l'opacité qui couvre ce parrainage. Donc moi, j'ai toujours milité pour que le parrainage ne soit plus un critère de validation de la candidature, que ce ne soit plus un critère de validation d'une candidature à une élection présidentielle, mais plutôt un critère incitatif. Qu'on dise que lorsque vous êtes parrainé, par exemple, vous ne payez plus la caution. Lorsque vous êtes parrainé, vous avez droit au remboursement automatique de vos frais de campagne. C'est à ça que le parrainage doit servir. Dans tous les pays africains francophones où le parrainage a été testé, ça a abouti à des crises politiques majeures. Je l'ai rappelé encore lors d'un débat sur la Deutsche Welle, une radio allemande, que le parrainage n'était pas culturellement adapté et même politiquement pas adapté à nos sociétés africaines. Quand j'ai porté le recours hier, c'est parce que j'étais un peu triste de voir comment ça se passait avec cette affaire de Michel Sodjinou, qui est député de mon parti politique, de la 19e circonscription. Je me suis demandé si l'élection présidentielle était devenue aussi banale pour qu'un parti soit empêché de concourir avec le nombre de militants, les centaines de milliers d'électeurs qui veulent se porter sur ce parti, pour que ce soit par des vidéos interposées que quelqu'un s'exprime et peut-être hypothèque la participation de ce parti à l'élection présidentielle. Et je me suis dit, en toute logique, une institution aussi sérieuse que la Sénat, une institution aussi sérieuse que la Cour constitutionnelle ne devrait pas, sauf à avoir pris parti, se baser sur des propos, des écrits, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je veux que la Sénat et la Cour constitutionnelle nous permettent de nous rassurer que le député Sodjinou est réellement sans entrave, est réellement sans contrainte et qu'il s'exprime librement. On a bien vu, il a été filmé. Par qui il a été filmé? Il lisait sur un prompteur. Quand est-ce que ça a été installé chez lui? Où est-ce qu'il est? Moi, je veux que la Cour nous permette de nous rassurer que ce monsieur est libre de ses mouvements. C'est peut-être une question de vie humaine qui a... Oui, on peut tout dire aujourd'hui. On peut tout faire dire aussi à des images, surtout avec l'intelligence artificielle. Donc moi, j'ai demandé de manière basique et bête à la Cour constitutionnelle, oui, soit de suspendre le processus électoral jusqu'à la réapparition physique, sans entrave et sans contrainte du député Sodjinou, ou alors d'enjoindre à ce monsieur, à ce député, de venir montrer clairement qu'il a envie ou qu'il n'a pas envie de parrainer. Parce que la loi ne l'oblige pas à parrainer.
C'est seulement s'il décide de parrainer que la loi l'oblige à parrainer seulement le duo désigné par son parti. Donc, il est libre de parrainer, mais je veux qu'il vienne nous le dire de manière visuelle, c'est-à-dire vous voulez qu'il soit présent à l'audience. On ne peut pas se suffire et se satisfaire et se consoler d'images vidéo ou bien d'écrits. Encore que certains écrits ont été contestés, venant de lui ont été contestés. Plusieurs personnes ont dit que ça, ce n'est pas de lui. On n'a pas à s'amuser avec le sort d'une nation à travers des écrits ou à travers des petites vidéos. Il faut que la Cour, dans son rôle supérieur de garant du contexte électoral et du contentieux électoral, et même du fonctionnement régulier des institutions, enjoigne à ce député d'apparaître physiquement. Puisqu'il dit qu'il va qu'à ses occupations, il n'y aurait donc pas de difficulté pour lui. Vous avez connaissance de ses activités, de ses lieux professionnels? C'est lui qui a dit dans la vidéo, je pense que je l'ai vu, comme tout le monde, comme vous. Tout à fait. Voilà, il a dit qu'il était libre. Donc, il serait loisible pour lui d'apparaître à la Cour constitutionnelle et dire, voilà ma fiche de parrainage que j'ai récupérée, et voilà, je décide de ne pas parrainer. Il a le droit de ne pas parrainer. Il a le droit. Il peut décider de ne pas parrainer. Mais moi, je veux le voir le faire devant la Cour pour que chacun soit sûr qu'il assume la décision qu'il a prise de parrainer ou de ne pas parrainer. On ne doit pas s'amuser à travers des vidéos interposées et considérer qu'un processus électoral peut être entaché d'autant de risques. Donc, moi, j'ai considéré que le fait que le parti Les Démocrates ne participe pas à l'élection, elle est une perte de chance. C'est ce qu'on appelle en droit une perte de chance pour vous et moi, les électeurs, d'avoir en face de la pluralité d'opinions, d'avoir de la diversité et donc la vitalité démocratique. Donc, il ne faudrait pas que ce soit sur la base de petites vidéos que ce droit-là soit retiré à des millions de Béninois de vouloir s'exprimer et de vouloir s'intéresser à la vie politique de leur pays. Nourdine Saka Saleh, vous allez me permettre de faire une petite entorse à nos échanges préliminaires avant cet entretien. Je m'en voudrais de vous recevoir sans quand même recueillir votre opinion sur cette situation que traverse votre formation politique. Vous avez été candidat à la candidature. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que Nourdine Saka Saleh a foi et confiance au processus qui a conduit à la désignation du duo candidat de sa formation politique? Ce qu'il vous souvienne que j'étais le premier, et peut-être même le seul membre du parti, à avoir officiellement déclaré mon intention de compétir. Et pour cela, j'avais posé un peu de conditions. J'avais dit que je souhaiterais que le parti nous permette de débattre entre nous, c'est-à-dire de confronter nos idées. Ça avait fait un tollé, ça avait fait beaucoup parler. Pourquoi il va annoncer sa candidature? Pourquoi il va demander un débat entre eux? Alors que c'est la base. C'est la base. Si vous ne dites pas que vous avez envie d'être candidat, comment est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que vous avez dans le ventre, à ce que vous pensez? Donc, la décision a été prise d'organiser un processus de désignation auquel j'ai librement participé. Vous vous rappelez, l'une des conditions était qu'il fallait payer 25 millions. Vous avez déposé les 25 millions? Je vous ai montré le chèque. Je pense que toute la terre a vu les chèques certifiés que j'ai déposé tout cela tranquillement. Et l'une des conditions, c'était que si vous participez à ce processus-là, vous perdez d'office au moins 5 millions si vous n'êtes pas retenu. Donc, j'ai donc fait foi en ce que le parti a dit, mais je ne suis pas membre de la commission, donc j'ai subi, comme tout le monde, les résultats. Subi, c'est une manière de subir, puisque nous n'étions pas là. On n'avait pas des observateurs. Est-ce que vous pensez qu'elle a travaillé en toute impartialité, cette commission? C'est pour ça que je dis, puisque je n'y étais pas, et qu'on n'avait pas, et c'est une proposition que j'avais faite, que chacun des candidats ait un observateur au sein de la commission, même si sans voix délibérative. Donc quand je dis subi, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous n'étions pas témoins de ce qui s'est passé. Mais le résultat est arrivé à ce qu'il est, avec les péripéties qui ont été celles qu'on a vues. J'ai soutenu, j'ai apporté mon soutien au duo qui a été désigné. Et je me préparais pour la campagne, pour tout ce qui allait suivre. N'eût été cette sortie de route, comme vous dites, du député Sodjinou, qui nous met aujourd'hui tous à genoux et qui nous hypothèque la participation du parti à l'élection. Mais je souhaite vraiment et vivement que le processus aille à son terme. Et j'espère que mon recours fera entendre raison aux sages de la Cour en les amenant à suspendre le processus, puisqu'on n'est pas à 2 jours près. Les élections présidentielles, c'est dans 6 mois, si tout se passe bien, si Dieu nous prête longue vie jusque-là, Inch'Allah. Donc, il n'y a rien qui presse. S'il faut suspendre le processus de manière à nous rassurer que le député Sodjinou veut participer ou ne veut pas participer au parrainage, au moins là, on saura clairement que
que c'est cuit pour le parti ou que ce n'est pas cuit, selon ce qui sera décidé par le député. Le comportement du député Michel Sodino, quelles sont les répercussions de ce comportement-là sur la vie du parti politique? Sur la vie de la nation, il faut dire, le parti n'est que petit par rapport à ce qui se passe. Le parrainage est mauvais. C'est la première conséquence. Le parrainage est mauvais et le parrainage peut devenir un objet de crise politique majeure, comme je l'ai toujours dit. Donc ce n'est pas le parti qu'il faut voir, c'est les millions d'électeurs qui seront peut-être empêchés de participer au scrutin et donc la qualité de l'élection, entre griffes s'il faut encore l'appeler élection, la qualité du scrutin et même la légitimité du président et je ne souhaite pas à mon ami Romuald d'être élu dans des conditions comme celle-ci. Donc, Saka Saleh, vous avez dit très bien, mon ami Romuald, ça me permet de progresser dans cet entretien-là. On vous a vu en 2016 être aux côtés des acteurs de la majorité présidentielle. Vous avez beaucoup d'amitié au sein de cette majorité présidentielle. Ne vous retrouvez pas un peu dans le zone d'inconfort au sein de l'opposition? Absolument pas, absolument pas. Si je devais choisir par intérêt ou par amitié, je serais resté avec la majorité. J'étais une des têtes de la majorité, j'étais le porte-parole de campagne d'Abdoulaye Biotchane. J'étais son conseiller technique au ministère du Plan. Il n'y a aucun inconfort. Tant que je dors tranquille chez moi parce que je n'avale pas des couleuvres et que je ne fais pas le contraire de ce que me dicte ma conviction et ma conscience politique, je suis en phase avec moi-même. Je ne gagne rien dans l'opposition, je ne gagne rien grâce à l'opposition, mais je suis quand même en phase avec moi-même. Et si je devais suivre par intérêt ou par autre chose, ce n'est pas avec l'opposition que je serais, mais j'y suis par conviction. Jusqu'à nouvel ordre, tant que la gouvernance sera celle qu'elle est aujourd'hui, tant que nous allons toujours continuer à parler d'exclusion, de système d'esbrouf pour évacuer ou écarter tel candidat, je ne pourrai jamais être en phase avec ce type de gouvernance. Vous ne verrez pas vos convictions ravivées avec la dynamique Romuald Bodaï? Il n'y a aucune incompatibilité entre Romuald et moi. Je me permets de le dire comme ça, ni humaine, ni professionnelle. Au contraire, on est totalement complémentaires. Mais je le lui ai dit, et je l'ai dit aussi au président Amoussou, les lois mauvaises nous obligent à être dans des camps opposés. Sinon, humainement, il n'y a aucune incompatibilité. Mais les lois nous obligent à être dans des camps opposés parce que malheureusement, je ne partage pas la gouvernance telle qu'elle est pratiquée. Mais ça n'altère en rien. La gouvernance politique alors? Voilà, la gouvernance politique et même humaine. Parce que vous voyez le nombre de vies qui ont été détruites par la justice. Il faut penser à réhabiliter de manière judiciaire ces vies et ces familles-là. Donc, il n'y a aucune incompatibilité entre eux et moi, mais je resterai toujours farouche opposant à la gouvernance si elle continue d'être celle qu'elle est. Quelle serait votre posture si éventuellement elle ne participait pas aux élections? Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais je penserais beaucoup plus aux populations qui seraient toujours sous le risque en fait de déconvenues liées à ces choix politiques. Ce n'est pas la première fois que le parti a empêché. En 2021, ma grande sœur paye le prix fort aujourd'hui dans les geôles à Misrété de la non-participation du parti à l'élection présidentielle. Mais je pense que ce sont des pratiques à ne pas perpétuer. Parce que la nation peut en payer le prix fort. Avant dernière question, est-ce que Renaud Agbodjo est méritant? Forcément, puisqu'il a été désigné par la commission et applaudi par nous tous. Applaudi par vous tous, ça s'arrête là? Jusqu'à nouvel ordre, puisqu'on n'a pas encore la possibilité de montrer dans les urnes que nous avons la possibilité de le porter jusqu'au bout. Alors, vous avez lu Michel Sodino, vous avez lu Éric Rounété, vous avez lu également l'honorable Dancy. Est-ce qu'au sein du parti politique Les Démocrates, il y a du régionalisme, il y a des comportements pas très favorables à l'éclosion de la démocratie à l'intérieur du parti? Soyez sincères. Qu'est-ce que vous appelez régionalisme? On a lu un peu dans les propos ou les écrits de Michel Sodino. L'honorable Dancy lui a apporté du crédit à ce qui a été écrit. Lorsqu'on a vu aussi les écrits de l'honorable Éric Rounété, on a comme l'impression qu'il y a quand même des manœuvres pas très orthodoxes. C'est un peu ingrat qu'ils le disent. Eux tous confondus, c'est un peu ingrat parce que s'il y avait du régionalisme, pourquoi ils sont restés là? Moi, j'ai dénoncé le régionalisme, non? Quand j'ai été retiré de la liste à Cotonou, pour des questions régionalistes, des propos qui ont circulé, je l'ai dénoncé, au risque d'être traité de tous les noms. Pourquoi eux n'ont jamais donné de la voix jusque-là? C'est un peu ingrat de le dire comme ça aujourd'hui, alors que, pour certains, ils sont députés. Donc, le régionalisme a fait d'eux des députés, en gros. C'est ce que ça veut dire. Donc, tant que ça leur profite, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, peut-être pour des raisons X ou Y, moi, j'ai été victime du régionalisme au sein du parti.
Je l'ai dénoncé. Qui est l'acteur premier de ce acte de régionalisme? Je ne sais pas. Chacun peut être régionaliste. Si par exemple vous estimez qu'aujourd'hui le fait de dire que Kader vous êtes du plateau, si vous le revendiquez, quelqu'un peut trouver que votre propos est régionaliste. Chacun de nous vient d'une région. Personne ne va méconnaître ou renier sa région. Mais lorsque ça devient des propos qui sont utilisés pour justifier des actes, moi je pense qu'en fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des actes humains qui sont posés avec des motivations qui sont personnelles à leurs auteurs. Maintenant, essayez d'enrober ça dans des critères de régionalisme alors que vous n'en avez jamais parlé jusque-là et que vous en avez peut-être profité, je trouve ça un peu ingrat. Est-ce que pour vous, Boni Yayi gère bien le parti? Il est président du parti, je n'ai pas à juger sa gouvernance. Vous n'avez pas jugé sa gouvernance? Je ne suis pas membre de la direction du parti, je ne suis qu'un tout petit militant. Mais vous avez vent pas apporté. Je n'écoute pas beaucoup aux portes. Je n'écoute pas beaucoup aux portes. Je me limite à ce que je consomme comme information. Je ne remets pas en cause. Le jour où peut-être je voudrais être dirigeant de ce parti, si Dieu nous prête longue vie, peut-être un jour, ou si j'en suis toujours, peut-être que là, on pourra s'asseoir et parler. Mais pour le moment, je me limite à être un tout petit militant et un dévoué militant du parti. Que pensez-vous de l'activisme politique de Boni Yayi? J'ai déjà dit qu'il est complètement inculte de dénier à un ancien président de la République l'activisme politique parce qu'aucun ancien président du Bénin n'est resté en marge de la politique, que ce soit Kérékou, Zinsou, le président Soglo, ils ont été toujours actifs sur le terrain politique. Ce serait une injustice et même de l'inculture de vouloir contester au président Yayi Boni d'être actif sur le terrain politique. Avez-vous des frustrations pour n'avoir pas été désigné candidat? Je n'allais pas à un concours pour trouver une femme ou bien pour chercher à manger. J'ai payé 25 millions, je vais perdre 5 millions. S'il fallait de la frustration, ce n'est pas moi. Moi qui finance mon parti depuis toujours, ce n'est pas moi qui serais frustré. Et je crois beaucoup, je suis croyant, je crois beaucoup en les lois divines et en les lois de la nature. Si ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il y avait une bonne raison que ce soit fait comme ça. Et donc vous êtes tourné vers la législative pour aller vous faire entendre au Parlement? Je ne serai pas candidat au législatif. Pourquoi vous ne voulez pas vous faire entendre au Parlement? Je n'ai plus envie d'être député. Pourquoi? J'ai voulu être député en 2023. J'ai vu ce qui s'est passé dans le parti. Je n'en ai plus envie. Et si le parti vous positionne? Je ne voudrais pas. Pourquoi? Je suis libre d'accepter d'être candidat ou pas. Vous ne pensez pas que c'est peut-être ça mon côté idéaux... insoumis? Non, il y a d'autres personnes qu'il faut promouvoir. Il y a d'autres personnes qui pourront porter ces idéaux-là. Nouroudine Saka Saleh n'est pas intéressé par les élections législatives ou communales. Donc, vous trouvez que vous êtes un peu insoumis? Parce que ça se sursure. Je le revendique, ce n'est pas un défaut d'être insoumis. Si je n'étais pas insoumis, le Parti Les Démocrates ne m'aurait pas souhaité et n'aurait pas eu confiance en moi pour ne pas retourner du côté de la mouvance. Il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures en demandant à quelqu'un d'être avec soi et lui reprocher ensuite d'être insoumis, la qualité que vous lui aviez trouvée quand vous vouliez qu'il vienne vous rejoindre. Merci à vous, Nouroudine Saka Saleh, pour ce bref moment d'échange. Un petit commentaire à nos amis internautes qui vous suivent depuis peut-être l'étranger. Tapoter, tapoter. Non, merci à vous, Nouroudine Saka Saleh, très atypique. Juriste, membre du parti politique Les Démocrates. Membre fondateur. Membre fondateur. Merci, merci de le rectifier et de me le rappeler. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates. Merci à vous, chers amis.